Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver chaque jour, du lundi au vendredi. On est en direct. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, réagir en direct sur le site Bismart. Vous allez retrouver nos rubriques, vos rubriques préférées, bien dans son job. Comment faciliter la réflexion collective en entreprise? On en parle dans quelques instants avec un chef d'entreprise, un entrepreneur, Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle. On va les découvrir dans quelques instants. Développement durable et économie sont-ils de faux amis? On en parlera et on va en débattre dans quelques instants. Puis le cercle RH, on se penche sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, durement impacté par cette crise Covid, un peu en colère finalement contre ce plan de relance qui ne va pas assez loin. On en parlera avec mes invités. Puis fenêtre sur l'emploi, focus là aussi à travers le plan de relance sur les seniors. Les seniors n'ont pas, le mot n'a pas été utilisé dans la bouche du Premier ministre Jean Castex. On va essayer d'en savoir un peu plus avec notre invité. Mais d'abord, le journal, c'est tout de suite et c'est avec notre journaliste Bismart. Bonjour Arnaud, on commence ces news avec les derniers chiffres de l'INSEE sur l'emploi et les dégâts dans le secteur privé sont importants. 492 200 emplois déjà détruits. Au premier trimestre, l'INSEE enregistre aujourd'hui pour le deuxième trimestre 2020 la destruction de 158 200 emplois dans le secteur, soit une baisse de 0,8%. Au total, plus de 700 000 emplois salariés ont été perdus au premier semestre. Le taux de chômage s'établirait selon l'INSEE autour de 9,5% de la population active fin 2020, soit 2,4 points de plus que mi-2020. Le gouvernement renforce le volontariat international en entreprise. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester. Montant de la mesure, 247 millions d'euros. Elle vient s'ajouter à celle prévue dans le plan de relance pour favoriser l'emploi des jeunes. Dans le détail, l'État prendra à sa charge 5 000 euros pour l'envoi d'un jeune sous statut VIE dans une entreprise à l'étranger. Des jeunes principalement issus de formations courtes ou venant des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au total, au moins 3 000 missions seront financées. Chômage partiel de longue durée, un second accord sera signé dans la branche Syntec. Après la métallurgie, c'est aux syndicats et patronats du secteur de l'informatique, l'ingénierie et du conseil de se rencontrer pour signer un accord. La branche craint en effet entre 70 000 et 100 000 suppressions d'emplois du fait de la crise. En matière d'engagement sur l'emploi, justement, l'accord va plus loin que celui de la métallurgie signé il y a quelques jours. Aucun PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ne sera autorisé. Il autorise en revanche les plans de départ volontaires. Un effort sur la rémunération des dirigeants sera également demandé par les syndicats. Aucune augmentation pour les dirigeants d'entreprises cotées qui bénéficient pour leur établissement du chômage partiel. Bien dans son job, oui, on est bien dans son job malgré ce contexte un peu particulier. On va parler de la réflexion collective. Voilà une belle idée que de la réflexion collective dans une entreprise. On est avec Francis Adam, vous êtes directeur associé de Stig.pro. Merci d'être avec nous. D'abord, j'ai envie de dire, la réflexion collective, mais elle est partout dans l'entreprise. Pourquoi avoir besoin d'une structure en plus? Parce que globalement, on réfléchit tous, on se parle, on échange, on connecte nos cerveaux. Pourquoi avoir voulu créer, développer depuis 2016 cette structure Stig? Alors Stig a été créé à l'origine en tant que Civic Tech. Donc c'était une application citoyenne qui avait pour but de réchauffer les relations entre d'un côté les citoyens et de l'autre côté les candidats et les élus. C'est deux aventures entrepreneurs. Aiguillonner, vous voulez dire? C'est ça la Civic Tech, c'est quand même de dire il vous faudrait faire ça. C'est remonter la volonté générale. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas la class action, mais c'est un peu ça, quoi. C'est l'idée qu'on est là, on existe et on pèse dans le débat. C'est ça, c'est finalement donner plus de sens à la relation entre les citoyens et la prise de décision. Et notre ambition, ces deux aventures entrepreneuriales qui se sont rejointes, c'était finalement de pouvoir faire interagir les parties prenantes d'une organisation pour permettre à l'organisation de prendre des décisions qui sont plus intelligentes. Exemple concret. Alors, quand on parle d'intelligence, on va, dans notre vocabulaire, nous parler de signaux faibles et de signaux forts. Lorsque, par exemple, on accompagne la Massif dans la redéfinition de sa raison d'être, on va, par exemple, demander aussi bien aux salariés qu'aux élus, donc les délégués de la Massif, à l'ensemble des parties prenantes, des sociétaires aussi, qu'est-ce qui, pour eux, doit être la réponse de la Massif à la société? Quelle doit être la promesse plutôt de la Massif à la société? On va avoir des signaux forts qui sont tout simplement l'expression d'une priorité en termes de préoccupation. Donc, par exemple,
l'écologie, ou par exemple... Qui arrive en tête, j'imagine, des préoccupations? Alors, les données, la Massif va le 19 septembre Oui, je ne veux pas annoncer spoiler. sa raison d'être, Ouais. donc je leur laisse le plaisir d'annoncer... Vous avez dit écologie, on imagine qu'il y a quand même dans la conscience citoyenne cette idée-là quand même. Alors bien sûr que l'écologie est très présente, après il y a aussi une dimension solidaire, et ça permet à la Massif finalement de voir où est la réalité des préoccupations de chacune de ces parties prenantes. Donc là on est dans les signaux forts. Dans les signaux faibles, on va plus aller chercher des messages discrets, des signaux discrets. Ça peut être une nouvelle manière de parler ou d'aborder un sujet qu'on va retrouver dans simplement quelques idées, avec une formulation un peu particulière, une émotion un peu particulière, ou ça va être deux idées, ou plutôt une notion qui est très peu présente à l'échelle de centaines d'idées, mais qui va susciter un nombre de votes très important ou des réactions très particulières. Ça, vous l'exploitez, ensuite vous le transmettez à l'entreprise, vous dites voilà, nous ce qu'on voit dans les signaux faibles par exemple, c'est une remontée que peut-être l'entreprise n'avait pas vue. Alors, en matière d'intelligence collective, on va à la fois récupérer de la créativité ou du bon sens, donc ce sont des idées qui vont pourquoi pas faire la différence pour une organisation, et on va aussi collecter toute une série de données qu'on va appeler des données d'appropriation, des données de préoccupation, j'en ai parlé tout à l'heure. D'appropriation, je vous donne un exemple concret, si une entreprise par exemple consulte ses salariés sur les modalités d'application d'un plan stratégique en 3 axes, si on se rend compte que sur les 2 premiers axes, il y a des milliers d'idées, mais que sur la 3e axe, il y a très peu d'idées, ça veut tout simplement dire que cette population-là n'est pas à l'aise avec le sujet porté, et que l'organisation doit faire preuve de beaucoup de pédagogie avant de lancer le plan de... Donc l'entreprise se remet en question, le groupe se remet en question et dit voilà... se remet en question avant de prendre des décisions et devient plus intelligente. L'intelligence collective, elle arrive en aval. Stig, on a compris que c'était une plateforme, hein, finalement c'est un travail aussi sur le numérique, mais vous concrètement, c'est quoi votre action ? Alors, donc Stig Pro, c'est une application d'intelligence collective qui permet d'engager une communauté qui peut être composée de salariés, mais en fonction de la nature des organisations. Ça peut être des élus, ça peut être, j'ai parlé tout à l'heure, de sociétaires, des membres, des adhérents. On accompagne, par exemple, à partir du 22 septembre, les 33 000 avocats du barreau de Paris. Donc sur une compliqué en ce moment, les avocats. Par le barreau. Ils ont eu une période très difficile, et notamment la reprise d'activité fait partie des sujets. Avec le rapport Perben remis récemment. Exactement. Et oui, qui réfléchissait évidemment à réorganiser la profession. Tout à fait. Voilà. Donc il y a 5 thématiques et ça touche aussi d'ailleurs au... Et donc avec eux, en concertation, vous fixez quoi ? Une grille de questionnaires ? On définit des thématiques. C'est ça. Voilà, on définit des thématiques. Chaque thématique, quelque part, pose une question et la réponse à cette question est collectivement portée par la communauté. Donc 33 000 avocats, plus 3 800 élèves avocats. Donc une communauté très large. Avant de nous quitter, je vous repose la question, on se dit mais pourquoi les avocats eux-mêmes ne le font pas ce boulot ? Pourquoi ils ont besoin de vous ? Pourquoi ils ont besoin d'une structure à côté pour les accompagner ? Alors, au-delà d'une plateforme, ce qu'apporte Stig, c'est une méthode, c'est un savoir-faire, en l'occurrence des compétences à la fois donc, de réflexion sur ce que va être la thématique et la manière avec laquelle on va aborder la communauté, mais on va également avoir des animateurs de communauté, donc qui vont faire en sorte que les utilisateurs viennent et reviennent sur la plateforme pour féconder les idées des autres, donc concrètement proposer des idées, améliorer celles des autres et voter aussi bien sur les idées et les améliorations. Et après, il y a un algorithme qui vient trier en temps réel les idées en fonction de l'adhésion qu'elles ont suscité. Et ensuite, l'entreprise, votre client, parce que vous avez l'organisation, l'entreprise récupère ces données qui ont été triées, sélectionnées en fonction de certains critères, pour le dire simplement. Voilà, il y a deux canaux, à la fois l'outil, donc l'administration de back-office qui va générer automatiquement des observations, et puis à la fois les consultants qui, avec leur petit algorithme neuronal, vont compléter... le petit algorithme neuronal, j'adore. En fait, on a un algorithme dans le cerveau, nous aussi. On essaye. Vos interlocuteurs sont les DRH ? Alors, nos interlocuteurs, ça va des présidences ou des directions générales, ou en fonction des groupes projets au DRH, où on peut très bien travailler. On a accompagné récemment une entreprise sur son déménagement, donc qui souhaitait tout simplement solliciter ses salariés pour... Ça, c'est un sujet sensible. Définir ce que devaient être les nouveaux locaux au service à la fois de leur performance professionnelle et à la fois de... Demander aux salariés comment ils voulaient... plaisir quotidien à partager ensemble. Voilà, s'épanouir dans quel espace. Et donc, effectivement, il a fallu leur poser la question. Et qu'est-ce qui en est sorti, d'ailleurs, en 2 secondes ? On peut avoir justement des expressions de bon sens qui sont très intéressantes. L'entreprise, spontanément, avait plutôt en tête, comme il s'agissait de bureaux de partagés, d'avoir des fréquences de ménage très très fortes. Et c'est les salariés, sur la base d'une proposition d'un d'eux, qui finalement
finalement, on dit non, à partir du moment où on est en bureau partagé, c'est notre responsabilité d'assumer la propreté des bureaux. On quitte un bureau, on le nettoie, et quelque part, l'organisation fait des économies avec cette idée, cette certitude d'aller dans le sens des salariés qui l'assument. Et ça a été forcément repris par l'entreprise, qui a trouvé que c'était une superbe idée. Tant qu'à faire. Oui. Le participatif, parce que c'est de ça dont il est question finalement, c'est d'impliquer, d'engager à travers votre structure. STIG, c'est votre structure pour créer de l'intelligence collective. Merci Francis Adam d'être venu sur notre plateau. Stig.pro pour être précis, à découvrir sur Internet pour aller à la rencontre de votre structure. Tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est toujours un plaisir. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle sur ce plateau. Mathieu Amaré, merci d'être venu. Vous étiez là hier, vous allez être avec moi pendant, je crois, une quinzaine de jours. C'est un petit plaisir de partager vos invités parce que c'est vous qui allez les chercher, ces invités, pour trouver des thématiques. Aujourd'hui, c'est un thème passionnant, vraiment, sur ce lien entre décroissance, qui est un mot très sensible, explosif, et économie, développement économique. Est-ce que ce sont de faux amis? Est-ce qu'on peut marier ces deux mots? C'est un peu l'objet de l'invité que vous allez nous présenter. Exactement, tout à fait. Vous savez, Arnaud, on entendait cette petite musique depuis quelques années qui nous invitait à ralentir, à décélérer. Et bien maintenant, avec la crise économique et sanitaire du Covid-19, on nous invite désormais à décroître. Cette régression économique, elle nous montre aussi qu'elle peut s'accompagner d'effets bénéfiques, notamment en matière environnementale. Et pour creuser la question, je suis ravi d'inviter en visio le professeur Bernard Christophe. Bernard Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en sciences de gestion à l'université de Picardie Jules Verne et auteur, entre autres, de La décroissance écologique transforme l'entreprise. Arnaud le disait en introduction, c'est vrai que le terme décroissance, quand il est confronté au milieu entrepreneurial, peut relever d'un quasi non-sens. Sensible. C'est très sensible. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi s'agit-il quand on parle de décroissance dans le milieu entrepreneurial? Alors, effectivement, je vais tout d'abord vous dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une sorte de quasi-non-sens, puisque, a priori, pour une entreprise, la décroissance, ça reviendrait presque à se suicider. Bien, on est d'accord là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va se retrouver avec des problèmes de décroissance dans les entreprises. Je dirais que par rapport à ce qu'on dit là, je crois que la première chose qui est intéressante, c'est d'en parler justement de la décroissance. Pourquoi? Parce qu'on nous dit en face de la décroissance, bon, il y a l'économie verte, on va s'en sortir. L'économie verte, c'est extraordinaire, c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on a toujours les bienfaits de la croissance, mais on n'en a pas les méfaits, c'est-à-dire que la terre, les ressources naturelles, ça ne posera pas de problème. Dans la réalité, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que, d'une part, l'économie verte a des limites, c'est-à-dire que le fameux découplage, on fait de la croissance sans polluer, il a des limites, on l'a constaté. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est que la décroissance verte elle-même est source de décroissance. Alors, je vais vous donner un exemple. On parle de la fin de l'obsolescence programmée. Bon, la fin de l'obsolescence programmée, parfait, c'est très bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bien qu'on a produit, au lieu de durer par exemple 5 ans, va durer 10 ans. Donc, assez logiquement, une entreprise va satisfaire le marché en produisant la moitié. Donc ça veut dire que pour elle, ça va être la décroissance, ça va être des problèmes sociaux, des problèmes de chômage, etc. Troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'on nous parle aussi de la création des emplois verts, notamment, donc on me dit qu'il peut y avoir jusqu'à 800 000 emplois en France, ce qui est sans doute tout à fait vrai. Ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'on va faire disparaître des emplois bien rémunérés par des emplois moins bien rémunérés. Mal rémunérés, mais moins bien rémunérés. On vous entend bien, Bernard Christophe. Donc vous nous dites qu'en fait, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous prenez, vous, pour le milieu entrepreneurial? Est-ce que ce modèle de décroissance pour l'entreprise est forcément une rupture nette avec le profit, la croissance, en fait, les indicateurs clés de performance dont on a l'habitude de parler quand on parle de profit en entreprise? Alors, disons, il y a d'une part à introduire, disons que la décroissance, c'est pas tout ou rien, c'est pas la croissance ou la décroissance. En fait, on va se trouver dans une société dans laquelle il y aura à la fois des phénomènes de croissance et des phénomènes de décroissance. Notre problème actuellement, c'est d'arriver à intégrer les phénomènes de décroissance à l'intérieur de la croissance. Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors justement, comment on fait? Il y a un peu d'équilibriste. Alors, ce qu'il faut, il n'y a pas de secret,
Les entreprises ne pourront pas tout faire par elles-mêmes. Il faut une intervention importante de l'État. Et là, je dirais que, par exemple, actuellement, la crise du Covid que l'on traverse économiquement, je dirais presque que c'est un exemple, c'est une étude de cas grandeur nature de ce que nous allons devoir faire si nous voulons aller jusqu'au bout de la transition énergétique et de la transition écologique. Bernard Christophe, juste d'un mot, comme vous soulevez un sujet, si on fabrique un objet et qu'il dure 10 ans au lieu de 5, l'entreprise, vous l'avez dit, produira moins. Qu'est-ce qu'elle invente, l'entreprise, pour continuer à maintenir son niveau à la fois de profit, de bénéfice? Voilà, la problématique, elle est la suivante, c'est qu'en général, les gens nous disent, enfin les teneurs de la croissance verte disent, en plus, c'est extraordinaire, vous allez avoir plus de pouvoir d'achat, donc vous allez pouvoir acheter d'autres choses. Le problème que l'on a, c'est que dès lors que l'on consomme, que l'on produit, de nouveau, on épuise les ressources naturelles. Donc dire, on va avoir de l'argent pour faire autre chose, dans ce cas-là, quand on va consommer autre chose, on va annuler finalement cet avantage. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Et là, par exemple, on doit revoir la notion de pouvoir d'achat, parce que si vous achetez un bien actuellement qui dure 5 ans ou qui dure 10 ans, officiellement, votre pouvoir d'achat, il est le même. Dans la réalité, s'il dure 10 ans, vous devriez y avoir une amélioration de votre pouvoir d'achat. Alors, par rapport à ça, il faut bien sûr informer les gens, parce que autrement, on risque effectivement d'avoir un blocage complet vis-à-vis de ces phénomènes. Blocage qu'on a un petit peu connu avec la crise des gilets jaunes, où finalement les gens ont dit « Attendez, vous êtes gentils, mais nous, des problèmes de fin de mois ». Donc, effectivement, il faut prendre en même temps tous ces éléments, les prendre en compte. Mais vous dites informer les gens, mais quand je suis par exemple DRH, dirigeant d'entreprise ou voire membre d'un conseil d'administration, quels sont les outils dont je dispose pour justement informer, sensibiliser mes équipes à ce sujet de la décroissance qui est comme à vous entendre, très très vaste et très polysémique? Ah, tout à fait. Donc il est extrêmement vaste. Il faut arriver, je dirais en plus, il y a presque autant de phénomènes de décroissance qu'il y a d'entreprises. Chaque entreprise va être confrontée de manière différente. D'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a des entreprises qui ne vont pas être du tout touchées, exactement comme dans l'affaire du Covid. C'est-à-dire qu'on a effectivement des entreprises qui ont traversé la crise sans aucun problème et d'autres qui sont extrêmement touchées. Donc, il va falloir qu'entre les deux... C'est à elles de réfléchir, de se révolutionner, de repenser complètement leur modèle économique? Ce n'est pas qu'à elles. Les entreprises et l'État, parce que là, il faut une intervention de l'État importante, la crise du Covid l'a montré, les entreprises et l'État doivent coopérer, doivent réfléchir ensemble. Peut-être qu'il faudrait imaginer des assises de la décroissance, ou on peut prendre un autre nom, peu importe, pour réfléchir effectivement et qu'on voit comment on peut s'en sortir. Parce que la décroissance ne donne pas, c'est pas quelque chose de forcément négatif. Oui. Pourquoi? Parce que notre croissance actuelle, elle risque de déboucher sur une décroissance, alors cette fois-ci subie complètement, liée au fait qu'on va avoir l'épuisement de certaines ressources naturelles, des diminutions de la productivité agricole, qui sont notamment dues au fait qu'il y a des ressources naturelles qui vont être de moins en moins utilisables. Et donc, on peut avoir des phénomènes de rareté et de décroissance beaucoup plus graves. Donc, je dirais, réfléchir dès maintenant à la décroissance dans les entreprises, parce que les entreprises, c'est quand même le nœud de toute l'activité économique, et y réfléchir entre État et décroissance. Alors quand je dis l'État, ça peut aller plus loin, ça peut être aussi les banques centrales, ça peut être bien évidemment au international. Merci voilà. Bernard Christophe. L'entreprise et la décroissance soutenable, c'est chez L'Harmattan. Réussir les reconversions écologiques, vous l'avez développé il y a quelques instants. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en sciences de gestion à l'université de Jules Verne, c'est à Amiens. Merci d'avoir été avec nous. Merci. La suite, Mathieu, c'est travailler demain. Exactement. Là, on va avoir une application concrète. On fait philosophie concrète depuis hier. Tout à fait. Et là, on part à la rencontre d'une invitée qui s'est engagée très concrètement. Exactement. On l'accueille. Mathieu, travailler demain, là on a vu ce professeur qui dit c'est possible, il faut que l'État mette la main à la poche, bien sûr, qui évidemment il oriente une stratégie et que l'entreprise joue le jeu. Là on est avec quelqu'un de très concret qui joue le jeu, qui s'est engagé. Complètement. On est avec Julia Faure, cofondatrice de Loom, qui est une marque de vêtements
durable et écologique. Alors vous, Julia, vous avez en fait concrètement mis en place, ou en tout cas essayé de mettre en place, la théorie de la décroissance dans votre entreprise avec un slogan en fait qui résume assez bien le débat, c'est moins mais mieux. Donc c'est le slogan de Loom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de tout ça, de ce concept de votre entreprise? C'est les pulls Loom. qui boulochaient, c'est ça, j'ai lu. Ras-le-bol des pulls qui boulochent. Ouais. Ah oui, bah, Ouais, ça fait partie d'un des... Non, mais c'est Ouais, au début, avec mon associé, on a créé Loom parce qu'on était juste des consommateurs déçus, quoi. On achète et c'est pourri. Ouais, quoi. on se rendait compte que peu importe l'argent qu'on met dans les vêtements, même des polos à 90 €, ils peuvent rétrécir au bout du deuxième lavage. Et on s'est dit, bah, en vrai, il y a un business à monter de faire des vêtements de bonne qualité au bon prix. Donc à la base, on avait juste une bonne idée business, et c'est en rentrant dans l'industrie textile, en mettant vraiment les pieds dedans, qu'on s'est rendu compte d'énormément d'autres travers. Donc je ne vais pas vous faire les détails, mais vous êtes au courant du Rana Plaza, de l'exploitation des ouvrières, etc. en Asie du Sud-Ouest. Mais d'un point de vue purement écologique, le plus gros problème de l'industrie textile, c'est les volumes qu'elle produit. Depuis les années 80, les volumes de production ont explosé. Et donc c'est ça en fait la catastrophe environnementale du textile. Donc face à ça, il y a deux solutions. Soit on opte pour une solution qui est genre du solutionnisme technologique. On espère qu'on peut continuer à produire et consommer autant de vêtements, mais que grâce à la technologie, ben, ça va consommer moins de ressources. Alors, cette solution ne marche pas. En gros, il y a quand même un consensus. Vrai pour le textile et vrai pour d'autres secteurs. Vrai pour le reste. Juste pour donner un exemple, par exemple, ce que dit Jean Covici, c'est qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut au moins les diviser par 3. L'éco-conception, c'est-à-dire qui consiste à améliorer l'efficience environnementale des processus de production, elle nous fait économiser max 15-30%. D'énergie. On n'a pas le compte. Donc ça ne marche pas. Et encore pire, en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors l'effet rebond, donc j'ai une note parce que sinon j'arrive pas bien à dire le truc. L'effet rebond, c'est les économies d'énergie ou de ressources initialement prévues par l'utilisation d'une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement compensées à la suite d'une adaptation du comportement de la société. En gros, si on arrive à faire des t-shirts qui consomment 30% de moins d'énergie, on en consommera au moins 30% de plus, parce que le prix sera diminué autant. C'est moins cher, donc on en achète plus. Donc voilà. Donc en fait, la solutionnisme technologie, l'éco-conception, tout ça, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème. Mais votre business de base, vous vous êtes dit, tiens, on a une super idée, c'est une idée business, c'est une idée comme ça qu'on prend autour d'un verre, on se dit, mais c'est plus possible. Ouais. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous êtes allé au bout de votre idée et qu'aujourd'hui, votre business fonctionne en disant, je fais de la qualité, je suis radical dans mes choix et ça marche? Non seulement on fait de la qualité, parce que c'est effectivement un des gros problèmes de nos vêtements. Pourquoi on en consomme autant? C'est parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Mais en plus, l'autre raison pour laquelle vous consommez des vêtements, c'est pas tellement parce que votre chemise s'use ou parce que votre veste se trouve, c'est parce que vous vous dites que vous aimez plus cette couleur et que vous en voulez une autre. Et que finalement, vous n'avez pas de costard violet dans votre armoire. Non, j'en ai pas, c'est vrai. En fait, l'autre raison pour laquelle on consomme autant de vêtements, c'est parce qu'il y a toute une industrie qui nous incite à consommer. Le marketing. Les pubs, le marketing, les promos, les collaborations, les nouvelles collections, les drops. Enfin, c'est toute une industrie en fait qui est sculptée pour générer du désir chez nous. Donc nous, non seulement on fait des vêtements qui durent longtemps, pour que vous n'ayez pas besoin de les racheter tous les 4 matins, mais surtout, on ne vous incite pas à consommer des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais comment vous faites alors? Oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi votre argument marketing? Parce que vous produisez, enfin, il va falloir qu'au moins l'entreprise, elle arrive à surnager, elle arrive à vendre des ça marche produits, très bien en fait. Non, mais ça marche très bien parce qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de changer chez le consommateur. Enfin, moi, si je vous dis ça, si je vous dis je fais des vêtements qui durent longtemps et j'essaye pas de vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin, est-ce que vous avez... Enfin, si un jour vous avez besoin de vêtements, c'est chez moi que vous allez acheter. Enfin, même en termes de business, c'est hyper... Parce que j'ai confiance. Parce que... Ouais, c'est hyper... Et en fait, on s'est tellement fait arnaquer par toute une... Ouais. On le sait, en fait, que quand on achète la plupart des marques, ce qu'on paye, c'est le marketing. C'est pas la qualité, c'est pas les gens qui travaillent, on paye le marketing, quoi. Même celles qui disent essayer de suivre un peu la vague écologique, même les grands groupes comme, je sais pas, H&M, Zara, etc., tout est bullshit, forcément. À chaque fois qu'on parle de fast fashion et de discours écologique, il n'y a pas de vérité, Reprenons la base. Enfin, la solution écologique au problème de l'industrie textile, c'est de réduire les volumes. Ouais. Aucune de ces entreprises n'a l'intention de réduire ni ses volumes, ni de diminuer sa croissance, ni de renoncer au profit. En fait, si on veut pour qu'une entreprise elle puisse ne pas faire de greenwashing, il faut qu'elle en ait les moyens, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas un board d'investisseurs qui la pousse à la croissance en permanence. Et ensuite, il faut qu'elle en ait l'ambition. Si vous regardez le président, enfin le CEO de Zara, son ambition, c'est pas du tout de sauver la planète et de décroître.
Son ambition, c'est de décroître. Et si par hasard, sur le chemin, on peut mettre un peu de... Son ambition, pardon, c'est de croître en permanence. Et si par hasard, on peut mettre un petit peu de coton recyclé dedans, c'est très bien. Mais juste un mot, il nous reste trop peu de temps parce que ce que vous dites est passionnant. Qu'est-ce qui fait que vos produits sont de qualité? Qu'est-ce que vous y mettez pour que ces produits durent? Et qu'est-ce qui fait que les produits que j'achète, même de marque, ne durent pas? Ce qui fait, c'est que moi, je mets mon énergie à faire des vêtements de qualité au lieu de faire des pubs. C'est quoi un tissu de qualité? Et du coup, ça prend du temps. Ça prend un tissu en fait, c'est ça qui est hyper dur, c'est que vous, en tant que consommateur, vous pouvez pas le reconnaître. Mais non, c'est pour ça que c'est intéressant de... Oui, mais quand on regarde la page Instagram de Loom, par exemple, à chaque fois, les processus de fabrication sont extrêmement bien décrits. On a justement ce test, je ne sais plus comment vous l'appelez, ce test... Martindale, le test à l'abrasion. Ouais, le test à l'abrasion. C'est une machine qui... En fait, on fait tester nos vêtements pour être sûr qu'ils résistent dans le temps. Donc c'est une machine qui fait ça des milliers de fois. Et à quel moment ça... Voilà, et exactement. Et en fonction du nombre, du moment à laquelle ça fait un trou, on peut voir... ça permet de... Fait en France ou en Europe? France et Portugal. France et Portugal, qui est effectivement une zone avec une qualité, c'est ça. Vous choisissez, c'est vous qui choisissez votre tissu, c'est vous qui... Comment ça se passe? Ouais, c'est ça, on va voir les usines et on leur dit, on veut faire de la qualité. Ça. Ouais, et donc on dit, on voudrait que les couleurs partent pas au lavage, que ça rétrécisse pas, etc. On fait des prototypes et ensuite on les teste en laboratoire, donc avec ce genre de machine. Une machine qui permet de tester l'apparition des trous, une machine qui permet de voir la décoloration dans le temps, une machine qui permet de voir le rétrécissement au lavage. Et une fois que nos prototypes, ils ont les meilleures notes au test de résistance, vous engagez. Voilà, on met sur le marché. Il y a la fabrication du produit, Julia, mais il y a aussi toute la culture d'entreprise en fait qui est autour et ce que vous essayez d'instiguer dans vos équipes, c'est-à-dire déjà de faire comprendre un petit peu vos valeurs, etc. Sur ce thème de la décroissance. Comment elle se diffuse? Comment vous la diffusez au sein de vos équipes quand vous recrutez des gens, par exemple? En fait, c'est assez intéressant parce qu'on est justement en train d'avoir ces réflexions. En fait, on ne peut pas faire venir les gens pour l'argent chez nous. Donc, ce truc d'attirer les talents en leur proposant des rémunérations qu'on ne peut pas refuser, je pense que c'est pas un bon moteur pour aller travailler chez nous, en tout cas. Okay. Je pense que le salaire, il doit être digne, il doit permettre de vivre dignement, mais en tout cas que le reste à vivre ne doit pas être une incitation à consommer pollué. Parce que si vous gagnez 100 000 balles par an, comment vous faites pour les consommer sans polluer? Vraiment, c'est pas possible. Ouais, pour vous, il y a un lien entre le niveau de salaire et la pollution. Parce que finalement, plus on gagne, plus on pollue. Alors pour moi, et c'est aussi ce que les études disent, globalement, bien sûr. La pollution, c'est 20% des plus riches. Mais oui, évidemment, qu'est-ce qui pollue le plus? C'est pas les écrans plasma. C'est les grosses voitures, c'est les yachts, c'est les trajets en avion. Donc, donc pas le salaire, du coup. Sur quels critères vous recrutez? On recrute des gens qui sont raccords avec nos valeurs, quoi. Enfin, c'est quand même c'est assez radical aussi de travailler pas dans le but de s'enrichir, mais dans le but de faire une société avec plus de justice sociale et environnementale. Mais par exemple, pour te donner un exemple, on fait pas d'after work par exemple chez nous. On a organisé ce qu'on appelle une fresque du climat, qui est un espèce de jeu de société. C'est trop bien à faire en équipe, vous devriez le faire ici. Qui permet de comprendre toute la complexité des différents aspects du réchauffement climatique. Et moi, j'ai fait des études de biologie, je suis ingénieur agronome et tout, et la moitié, j'avais pas conscience en fait à quel point c'est ramifié, à quel point il y a des boucles de rétroaction. Malgré votre Julia, le temps file. On est très des jeux de société. C'est la vie, le temps file et c'est la vie. Loom avec. Il faut aller voir sur votre site parce que vous dites le client n'est pas roi, on n'est pas là pour vendre. Donc toute la philosophie que vous développez, il faut aller voir, c'est passionnant. Merci d'être venu nous faire partager votre engagement, Julia Faure, cofondatrice de Loom L2OM. Merci à Mathieu Amaret pour ses invités. Merci à Welcome to the Jungle. On se retrouve demain, Mathieu, évidemment, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Tout de suite, c'est le cercle RH. Juste après cette courte pause, on va s'intéresser à l'hôtellerie-restauration. Là, évidemment, touché, impacté de plein fouet par la crise Covid qui essaie ce secteur de se relancer. Le secteur est évidemment fait grise mine. On en parle dans quelques instants. Le cercle RH avec mes invités, ils sont autour de moi. On va s'intéresser au secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors vous l'avez vu depuis quelques semaines, on parle de thèmes positifs parce qu'il se passe des choses positives, puis on parle de secteurs aujourd'hui qui ont été confrontés, je dirais, à 2 mois où il n'y a pas eu d'activité économique. Et évidemment, on s'intéresse avec eux à la manière dont ils essaient de relancer la machine. C'est un sujet, on parle de l'hôtellerie-restauration, donc de fait, ça impacte la question du tourisme en général et le fait que les touristes ne soient pas venus dans les grandes
grandes villes, notamment Paris, parce que vous allez le voir, la situation est assez contrastée. Le ministre de l'économie a indiqué qu'il allait probablement, après octobre, au-delà d'octobre, prolonger le chômage partiel. Ça, c'est une nouvelle importante. Et puis, on va s'intéresser au numérique, parce qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui réfléchissent à faire mieux, moins, mais mieux. On en parle avec mes invités. D'abord, elle est à mes côtés, Agnès de Kramer. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Feelingo. C'est vous, le numérique, vous êtes ces sociétés qui avaient imaginé l'idée d'améliorer la qualité du voyage. C'est plus le voyage à la chaîne, c'est la qualité du voyage, avec un peu comme dans le monde agricole, avec une équité entre la plateforme et l'hôtelier pour que chacun gagne sa vie. Thierry Grégoire est avec nous. Merci, vous êtes le président de l'UMI. L'UMI, c'est l'organisation qui gère les hôteliers, les cafetiers, les patrons de discothèques et les traiteurs, entre autres. C'est un large secteur d'activité, avec des chiffres contrastés, parce que vous me le disiez en préparant l'émission, il y a une crise, mais tout n'est pas noir. On va en parler avec vous dans quelques instants. En tout cas, l'UMI, qui a réagi sur le site après le plan de relance, qui n'était pas très content de ce plan de relance, je vous poserai la question. Mathieu Soliveres, merci d'être avec nous, PDG de Soligroup. Alors Soligroup, c'est pas connu du grand public, ce qui est connu, c'était Mamie Burger, mais on dit plus Mamie Burger, on dit Mamie. Et puis vous avez créé Yaitai. Yaitai. On le dit comment? Yaitai. C'est Mamie en taille. C'est ça, mais je commence à faire quelques progrès en taille. C'est 130 salariés, c'était 130 salariés en 2019, principalement dans les grandes villes. Puis vous dites aujourd'hui, on va s'ouvrir, parce que vous avez réaccéléré, on va s'ouvrir dans des villes de province, de moyenne taille. On fera le point avec vous, parce que évidemment, vous avez été impacté par cette crise. Juste un mot quand même, côté UMI. Vous représentez la profession, hôtelier, cafetier. C'est compliqué de parler d'un sujet aussi contrasté, parce que quand on se balade dans certaines villes, on a des terrasses gigantesques où les cafetiers ont triplé, voire quadruplé leur chiffre d'affaires, et eux, globalement, ne viennent pas sur les plateaux pour se plaindre. Ça se passe bien. Vous avez juste à côté un restaurant qui, lui, n'a pas de terrasse et qui, pendant 2 mois, n'a pas pu ouvrir parce que mesure Covid. C'est quoi la situation aujourd'hui de la profession, qui est quand même, je le dis, très variée, en fonction des villes, en fonction des activités? Et moi qui ai rouvert mes 5 hôtels que la semaine dernière, parce qu'à Toulouse, on est sinistré par la filière. Vous, c'est NH Group, hein? Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est assez contrasté. Je pense que, de toute façon, depuis le 17 mars, on est dans une période d'incertitude. Enfin, le gros aujourd'hui, c'est l'incertitude. La mobilité internationale n'est pas là, donc c'est clair qu'il y a... Plus de touristes, ou pas? Il n'y a plus de touristes. Par contre, si, il y a des Français qui partent à l'étranger. C'est quand même assez positif, et il faut positiver, qui sont partis, avec des Français avec du pouvoir d'achat, qui devaient partir à l'étranger comme chaque année, qui sont restés en France, et qui sont descendus dans vos hôtels, par exemple. Ils ont été extrêmement solidaires, ils sont restés en France, et globalement, il y a des territoires qui ont globalement bien fonctionné. Alors, il y a des territoires qui sont plus sinistrés. La Bretagne, ça a bien fonctionné? La Bretagne a fonctionné, toute la partie Aquitaine, la région PACA un peu moins, la Corse aussi un peu moins, mais toute la ruralité, l'Ardèche, l'Aveyron, l'Ariège, désir de verre, etc. Les gens se sont reconfinés en vacances, mais avec leur tribu. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est dans les choses. On se reconcentre en famille ou entre amis, dans des endroits où on respire, on retrouve de la nature et des espaces qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, oui, bien sûr que la certitude, pour nous, elle est terrible. Après, vous savez, dans cette situation de crise, ça va rebattre aussi un petit peu les cartes. Le plus difficile aujourd'hui, il est social. Socialement, c'est clair que ça a des impacts. On parle beaucoup d'activité partielle, mais moi, je pense aux 150 000 saisonniers qui n'ont pas eu de contrat de travail depuis le 17 mars, qui auraient dû faire une saison. Ceux-là sont à la case Pôle emploi, vont arriver en fin de droit. On en a, alors qu'on, paradoxalement, certains territoires cherchaient de la main-d'œuvre et n'en ont pas eu parce que l'activité partielle, elle a maintenu des gens chez eux, le confinement. Et c'est très difficile aussi de remettre les gens au travail, de réimpulser ça. C'est un confort, il faut le dire. D'abord, ça a été une épreuve psychologique pour les chefs d'entreprise, mais pour les salariés. Et donc on déconfine pas, c'est parce qu'on dit on déconfine que les gens reprennent le travail. Donc il y a tout un travail qui a été fait. On était à 85% d'activité, là on n'est pas à 100% encore. Hein, donc c'est noir, oui, ça dépend de quel côté on se place. Il y a 15% de perspectives de menaces de fermeture, ça ce sont vos chiffres. Alors, et il y a 15% où il y a un risque de défaillance d'entreprise. Oui, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait personne n'en parle. On parle beaucoup de chômage partiel, on parle de salariat, on parle d'entreprise. Un contrat de travail, derrière il y a un salarié. Mais le contrat de travail, par principe, il est rattaché à l'entreprise. Nous, le sujet qu'on dit, c'est pas le chômage partiel, il en faudra, certainement moins rémunérateur qu'il ne l'a été, et ce qui est logique, il faut que les gens reprennent le travail, mais on n'a pas réglé un problème. Et c'est pour ça que nous, dans le plan de relance, on est insatisfait. Pas des prêts qui sont donnés.
Et sur les prêts, il y a tant à dire que la négociation des taux d'intérêt est entre 3 et 5% en ce moment. Vous imaginez bien que les banquiers vont être les gagnants de l'histoire. Mon sujet à nous, c'est les loyers. Aujourd'hui, vous avez des loyers, les bailleurs, pour eux, la vie n'a pas changé. Et donc, ce que l'on dit, c'est que 30% des entreprises iront à la casse et les contrats de travail qui sont rattachés à l'entreprise iront à la casse Pôle emploi. Et notre sujet, c'est de mettre ce gouvernement face à ses propres turpitude et contradiction, c'est-à-dire, oui, bien sûr, vous êtes à la hauteur depuis le début, sauf que là, vous ne faites pas l'effort pour des raisons X, Y, c'est-à-dire, vous démissionnez sur les assureurs, vous laissez le marché se réguler, donc vous êtes soumis à de l'influence, avec des procès, à l'influence des banquiers, et vous ne souhaitez pas mettre la main sur la négociation sur les bailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du 10 septembre, les procédures judiciaires vont être engagées par les bailleurs et enverront les entreprises à la casse. Mathieu Soliver, juste d'un mot, parce que vous, 130 salariés, vous, ça a été quoi? Du chômage partiel dans votre stratégie? Fermeture des restaurants ou du click and collect, comme on dit? Click and collect, livraison. Agilité. Avec Deliveroo, Uber, on a essayé d'innover. On a créé des kits à burger pendant le confinement et même après, où les gens pouvaient faire leur burger à la maison avec la petite sauce. Voilà. Ça a permis quoi? De compenser un tout petit peu? Ça a permis d'exister déjà sur les réseaux sociaux, dans la vie. De pas tirer le rideau, quoi. On a été fermé pendant un mois et on s'est dit, même s'il n'y a pas grand monde, et puis faire retravailler les équipes, comme disait monsieur, c'est compliqué de faire retravailler les équipes, ils sont chez eux, c'est comme les sportifs, ils ont le chômage sur le partiel, ceux qui sont les serveurs qui sont au SMIC, leur salaire n'est pas dégradé, donc bon, ils sont bien à la maison, et ce que je comprends, c'est normal. Donc nous, on s'est dit direct, on réouvre, on existe, on crée des nouveautés avec les kits, on communique beaucoup, on essaye, tant bien que mal, d'exister, et voilà. Mais vous parliez tout à l'heure des bailleurs, mais on pourrait encore en parler, parce que même si c'est des assurances sur la perte d'exploitation. Donc les bailleurs, nous, parce que on s'est renseigné avec les bailleurs. Nous, on est parisiens, donc on a des gros loyers de parisiens, donc on perd. C'est pour ça que vous cherchez à aller aussi dans les villes un peu plus moyennes, parce que c'est moins cher. C'est les mêmes à Toulouse. C'est ça, il y a des loyers trop. Et donc trop élevés. nous, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait avec les bailleurs? On y va, on prend des avocats, on regarde, voilà. Et donc, on s'est dit non, parce que si on va au combat, on met le doigt dedans. Voilà, on va au combat, et puis en plus, on a des mauvaises relations à long terme avec eux. On a des baux qui durent des années. Si on commence à se friter avec nos bailleurs, donc vous n'engagez rien. Donc on n'a rien engagé. Concernant les assurances, c'est pareil. Il y en a qui ont réussi. Il y a des gens avec des assureurs, on parle beaucoup de la SATEC, AXA, voilà, où eux, ils ont réussi parce qu'ils ont des très vieux contrats d'assurance. Apparemment, on nous dit que ça commence, mais bon, nous, malheureusement, on avait changé d'assurance. Donc, on n'est pas jeune assurance chez AXA en janvier, donc malheureusement... Pas possible de dire, effectivement. C'est compliqué, mais ça... Donc, vous avez tout pris sur la tête, pour le dire simplement. Vous avez porté sur vos épaules les loyers. Mais on a quand même de la chance. Bon, même si le plan de relance, mais il y a des pays à l'étranger où ils n'ont rien. Nous, nos salariés, ils ont pu rester au chaud. C'est vrai. On a pu avoir des PGE. Tout le monde n'a pas pu les avoir. Il faut savoir que les PGE, on les a quand on a quand même une bonne note à la Banque de France, quand on a de la trésor. Donc, notre banque nous prête de l'argent. Et effectivement, tout le monde le sait, on va devoir le rembourser. Vous êtes passé par un PGE? Oui, on a pris un PGE. On n'a pas pris la totalité. On a pris 15% en PGE. Mais au moins, déjà, on peut dormir tranquille. Parce que si on n'avait pas de PGE, on ne pourrait pas dormir tranquille. Agnès de Cramer, juste, je vous donne la parole tout de suite parce qu'on va basculer sur le numérique, parce qu'on comprend bien qu'il y a aussi des enjeux de visibilité et de qualité. Concrètement, là, vous en êtes où au moment où on se parle, en quelques mots? Les magasins ont tous réouvert, les Yaitai, les mamies, tout est rouvert. Oui, tout est... Et vous êtes à 100%? Non, aujourd'hui, donc on a, pour juin-juillet, nous, sur Paris, mais Nous, on était à 30% juin-juillet, mais parce qu'on a beaucoup communiqué, parce que voilà, on est des bistrots, mais jeunes, voilà, donc on communiquait déjà avant. On a relancé, on a pris des groupes de musique. Ça m'a coûté un demi-bras, mais ça dynamisait l'animation, bien sûr. On a eu des plaintes, bien sûr, mais on a essayé de faire attention. Donc voilà, mais on a dynamisé nos affaires.
tant bien que mal. On est dans des quartiers aussi qui sont pas centre de Paris, sont centre Paris, donc bonne nouvelle. On avait moins de touristes, mais bon, on était déjà connus avec les Parisiens. Mais j'ai des amis qui sont dans le 7e où c'était catastrophique. Eux, ils étaient à 70%. Et là, là aujourd'hui, pour décoller. Mois d'août, on était à 40%, et là, non, on reprend, mais je pense qu'on va être dans les 30%. C'est pas encore la panacée sur la première semaine de... Et sur vos employés, vous êtes à 100%? Tout le monde est rentré ou pas? Non, on en a encore certains qui sont au chômage partiel, et on a tous des petits contrats d'étudiants qui changent, qu'on n'a pas renouvelés. Les petits jobs, comme on dit. On était à 130 salariés avant le... C'est comme les saisonniers, en fait. C'est ces jobs de transition. Les jobs d'été, donc... Agnès de Kramer, juste le tourisme. Excusez-moi de vous poser la question abruptement. On l'entend dans les grandes villes, les touristes n'étaient pas au rendez-vous. Alors, il y a des Français qui sont restés en France, qui n'ont pas compensé. Quelle est votre philosophie dans le contexte Covid? Vous dites, nous, on veut faire moins, mais mieux. C'était un peu ce qu'on entendait tout à l'heure avec le textile. C'est pas la peine d'acheter 10 polos. Autant en avoir 2 de bonne qualité, on est tranquille. Alors moins mais mieux du côté voyageurs, bien sûr, en les accompagnant davantage, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que le digital qui a offert une visibilité internationale large a néanmoins un peu oublié le pendant humain du tourisme, qui est le propre de notre secteur quand même. C'est de l'humain avant tout, et on l'entend ici autour de la table. Donc c'est de remettre l'humain au centre en considérant vraiment les envies des voyageurs et en valorisant réellement les hôteliers sur la plateforme, tout en les accompagnant, voyageurs comme hôteliers, dans une démarche durable. Là, en ce moment même, parce que la situation est quand même complexe. Si je veux partir en voyage, je vais chez vous. Mais je peux aller où concrètement en ce moment? Alors, vous pouvez aller en France, déjà. Oui, d'accord, je savais que vous alliez dire ça. Oui. Et la destination France reste de loin la destination qui a été privilégiée par les voyageurs cet été. Le long courrier, pour l'instant, est totalement en stand-by. On ne va pas se mentir. Si on parle d'Asie, Amérique latine, États-Unis, c'est juste impossible, c'est fermé. L'Europe de proximité, limitrophe, est ouverte et donc accessible également aux voyageurs. Et moi, je retiendrai, on l'entend quand on entend Mathieu Soliveres, l'agilité et la flexibilité, la résilience du secteur. Ouais. Et cette crise, avec toutes les difficultés qu'on a eues, qu'on a et qu'on aura encore pour certains un petit bout de temps, est compensée par cette capacité des entrepreneurs à être agiles, à innover, à réinventer leur activité. Et ça, pour moi, c'est vraiment le très positif pour l'avenir du secteur. Un rapport d'égalité aussi entre l'hôtelier et la plateforme? De respect. Sans l'hôtelier, on ne fait rien en tant que plateforme. Et mon travail, c'est d'offrir à l'hôtelier de la visibilité et de lui construire un lien fort avec son voyageur. Si je ne fais pas ça, je ne fais pas mon job. Et aujourd'hui, vous dites ça parce que d'autres plateformes ne font pas ça. C'est un rapport un peu inéquitable entre l'hôtelier qui est obligé de passer par la plateforme et qui souvent, quand on va chez l'hôtelier, se plaint d'ailleurs en disant mais moi la plateforme gère à distance, ça me coûte cher, c'est pas géré. Enfin c'est ça que vous soulevez. Je suis pas en interne, je sais pas comment fonctionne. Vous êtes hôtelier, mais par contre, je travaille avec les hôteliers, donc j'entends leur discours sur des taux de commission qui sont de plus en plus élevés, avec un niveau de service derrière qui n'augmente pas en tout cas. Pour être concret, on parle d'emploi, maintien des emplois, le chômage partiel qui maintient des emplois dans vos secteurs. Jusqu'à quand ça peut tenir? Et est-ce que vous, l'hôtelier que vous êtes, vous avez quand même des plannings de réservation? Est-ce qu'on peut tenir comme cela sans touristes étrangers? Est-ce qu'on peut tenir économiquement sans avoir le soutien des touristes qui venaient apporter, on le sait, beaucoup d'argent de restauration, de location et tout ce qui s'en suivait? Est-ce que c'est possible? Économie sanitaire, on sait que c'est impossible l'équation. Ça marche pas. Ça marche pas. D'accord. En revanche, ça peut tenir. La mobilité internationale, il va falloir la retrouver. Alors, il faut. Mais là, c'est point mort là. C'est point mort. Quand est-ce qu'elle redémarrera? On ne sait pas. Moi, ce que je vois de positif, c'est que d'abord la digitalisation, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, une accélération. La digitalisation a gagné 5 ans de commercialisation avec les 3 mois de confinement. Tout le monde aujourd'hui ne se pose pas de problème de faire des réunions sur Zoom. Et chez nous, dans notre secteur d'activité, la réappropriation de l'outil digital est fondamentale. C'est valable pour le business commercial, marketing, mais c'est valable pour le social. Nous, on a monté une plateforme qui s'appelle Troops, qui est une plateforme justement pour mettre en relation nos salariés. 50% d'entre eux ont moins de 30 ans.
Donc ils sont geeks. Ce sont des gens qui sont aussi agiles. L'agilité, en tant que chef d'entreprise, si on ne l'a pas, on est condamné à mourir. Donc à un moment donné, il faut aussi... on peut toujours dire se fermer les yeux. Je pense que... Vous y êtes mis. Globalement, la profession s'y est mise. En train de s'y mettre. La ruralité qui était en grande souffrance, aujourd'hui, ça devient le number one en termes de business et de chiffre d'affaires. Et ça, c'est intéressant de le dire. Et c'est très bien. Moi, je connais des collègues, et mon vice-président qui est à côté de Bérinx, enfin à côté d'Orthez à Bérinx, il me dit c'est ma meilleure année de l'année. Bon. Et au même moment, des Parisiens disent... Vous avez des Parisiens parce qu'il n'y a pas d'événementiel, parce qu'il n'y a pas de mobilité internationale. Le sujet, il faut que l'État prenne sa responsabilité. C'est là où chacun prend ses responsabilités. Chef d'entreprise, nous prenons notre part, sauf qu'on ne peut pas nous donner des PGE, en tout cas, qu'on va devoir rembourser, des prêts, etc. Comme des décalages de charges, doit comprendre. Et là, l'État, à mon avis, est un petit problème, un vrai problème pour moi, c'est ils sont trop soumis à des influences qui font qu'aujourd'hui, ils reculent, ils ont renoncé sur les assurances. Nous, on est en train de monter à l'UMI un nouveau contrat d'assurance pour nos hôteliers restaurateurs. On travaille avec des experts. Pour contourner les contrats actuels qui sont complètement, contestés, parce que de toute façon, ceux-là, les assurances ont été en dessous de tout. Si dès le départ, ils avaient accepté ce que je disais, rembourser à tous les hôteliers restaurateurs 15% de pas d'exploitation, ils signaient et gardaient les clients pendant 20 ans. Parce Exactement. Mais ils ont dit non. Ils ont dit parce qu'ils étaient dans leur logique, dans leur schéma. Et les banques, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qu'ils pensaient une seule chose, ils achètent de l'argent en taux négatif et ils veulent nous le revendre à 3 à 5%. C'est-à-dire qu'ils vont se faire de l'argent sur notre secteur d'activité. Il faut que l'État, nous, ce qu'on a mangé en fait en tant que chef d'entreprise, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on a mangé des fonds propres. Les 3 mois de confinement, c'est 30 à 50% de fonds propres. On fait fondre ce que vous aviez mis en caisse. En moyenne, on a un mois et demi de trésorerie d'avance. Voilà ce que l'on a. Donc, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, l'incertitude, c'est le pire des choses pour un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis content, j'ai rouvert mes 5 établissements la semaine dernière. Eh ben, je suis étonné, je fais 50% de taux d'occupation. Sauf que je suis incapable de vous dire si samedi, j'ai du monde à l'hôtel. Aucune visibilité. Aucune visibilité, parce que les gens eux-mêmes, la consommation d'anamide s'est accélérée, et puis le côté sanitaire qui fait que... Donc il faut faire le dos rond, et il faut que l'État vous soutienne. Et il faut que l'État joue son rôle plein, c'est-à-dire le chômage partiel s'arrêtera au 31 décembre. Enfin, peut-être prolongé à... Non, il reviendra. Bon, je ne peux pas tout dire parce que vous êtes en négociation. On est en négociation. En tout cas, le droit commun va diminuer. Parce que des gens... Et le reste à charge sera plus important. Le reste à charge sera plus important, mais il faut aussi mettre des dispositifs de formation. Il y a des choses à mettre en place, l'activité partielle longue durée, etc. Mais je pense que vous refaites une émission là-dessus. Je serais content de revenir vous voir. Oui, parce que c'est un débat assez technique, parce que c'est vrai que le ministre l'a évoqué avant-hier, sans donner plus de précision. On accélère, on met le pied sur le frein en période de crise. Est-ce que vous dites, vous, à la tête de votre groupe, vous l'avez créé il y a quelques années, vous avez 130 collaborateurs, plus des contrats, vous l'avez dit, on accélère, on développe, on continue, ou alors on met le pied sur le frein parce qu'on n'a pas de visibilité? Il faut être prudent. Et de toute façon, un entrepreneur, il prend toujours des risques. Donc que ce soit avant ou après, on prendra toujours des risques. Donc effectivement, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai une crainte sur ce qui va se passer avec les grèves. Moi, on est très impacté par les grèves. Parce que Paris. Voilà, samedi, il va y avoir une grève. Est-ce que ça va repartir ou pas? Moi, ce que je dis souvent en plateau, c'est que j'aimerais bien que le pays se calme un petit peu, que tout le monde puisse travailler. C'est pas le cas depuis un an et demi. Hein. C'est compliqué. Paris est impacté par les grèves. On en a déjà parlé, les gilets jaunes, les grèves l'année dernière. Donc j'aimerais bien que l'État ils essayent aussi de calmer le jeu, de les réformes. Est-ce que vous tirez le rideau dans ces cas-là? Nous, au mois de décembre l'année dernière, on a perdu 200 000 euros, 250 000 euros. Voilà, juste sur le... Bon, tout ça, on récupère pas. Aucune compensation, évidemment. Non, aucune. Alors ils nous disent, on nous dit oui, vous allez avoir des aides, mais on n'y a jamais le droit parce que c'est pas une fermeture administrative, voilà. Inquiétude sur Paris. Effectivement, samedi, on annonce de nouveau pour les restaurateurs, les hôteliers, enfin bref, les commerçants, c'est compliqué. Vous accélérez en province? C'est ça votre stratégie? Nous, aujourd'hui, c'est vraiment de regarder en province sur des petites villes comme Rouen, Reims, Troyes, où déjà il y a un petit peu moins de concurrence. À taille humaine. Voilà, à taille humaine, où il y a moins de concurrence qu'en région parisienne, où les loyers sont moindres, les fonds de commerce sont moindres. Voilà. Paris, c'est compliqué, à la circulation, les gens ne veulent plus venir. Il faudrait quand même que les Parisiens, les entrepreneurs, on se réveille tous aussi. Les gens ne peuvent plus venir, que ce soit les gens qui font les plombiers, ils ne peuvent pas avancer dans Paris. Moi, hier, j'ai pris mon vélo. Bon, c'est super, vous me direz. Mais venir de bonnes nouvelles jusqu'ici en vélo, bon, je n'étais pas habitué. Vous n'êtes pas venu en vélo aujourd'hui? Si. Si. Vous êtes venu en vélo. Mais depuis bonnes nouvelles. Mais ce que j'ai
peur aussi, c'est que les banlieusards ne viennent plus à Paris. Alors déjà qu'il y a les spectacles, le cinéma, le Rex, tout ça, c'est fermé. En décembre, je ne sais pas si les banlieusards vont venir. Période de Noël, période de consommation, de restauration, de voyage, de déplacement. Rivoli, c'est magnifique quand même. Il y a une autoroute à vélo, il n'y a personne par moment dessus. Bon, alors c'est très bien. Moi, je suis pour l'écologie, c'est super. C'est super. Mais bon, il y a quand même des gens des camions, voilà, il faut quand même que les gens puissent circuler un petit peu. Même 1 kilomètre. C'est un débat d'ailleurs pour l'emploi, parce que certains veulent des rues piétonnes, d'autres veulent des parkings. Juste, Agnès, vos clients, ils vous disent quoi concrètement quand vous les sondez? Vous voyez un peu leur désir depuis ce Covid. Ils restent en France, ils sont hésitants, ils font des réservations au dernier moment. Exactement, comme le disait Monsieur Grégoire, il y a une vraie envie de soutenir l'économie française, et donc les Français sont restés pour 90% en France. En France, donc ça a fait vivre des hôteliers en France, là. Ça a permis d'amoindrir la crise pour les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers, etc. Et on a la chance en France d'avoir un tourisme relativement résilient. C'est-à-dire que les Français voyagent en France. Même avant le Covid, les Français aiment la France. Les Français aiment la France, voyagent en France. Et donc, vous parlez de l'international pour travailler au quotidien avec des agences de voyage, des hôteliers à l'international. La situation dans d'autres pays est bien plus dramatique que chez nous. Et donc, la résilience du tourisme français, grâce au soutien des Français, est quand même importante à souligner. Et nous, ce qu'on constate, c'est une forte demande pour des produits plus durables, au sens large. Je n'utilise pas le mot écolo, qui me rend dingue et très réducteur. Durable et responsable. Ça veut dire qu'ils considèrent pleinement les envies, la demande de leurs clients, et qui considèrent leurs impacts, en tout cas qui les réfléchissent. Ça va pas dire une relation économique équitable. Je leur dis, c'est important. Équitable et constructive et pérenne. On ne peut pas construire une relation pérenne qui se base sur une rémunération totalement déséquilibrée, sur un système opaque aussi. Donc nous, transparence, équité, c'est les mots clés de Feelingo. Merci Agnès de Kramer, directrice générale de Feelingo. Merci à Thierry Grégoire. Vous viendrez nous parler, parce qu'il y a quand même le débat sur le chômage partiel qui n'est pas encore tout à fait réglé. Vous le disiez en égo, président de l'UMI, des saisonniers. Dire aux Français aussi que la dette, ils la rembourseront jamais. Et j'aimerais bien que les gouvernants disent que la dette, c'est une dette perpétuelle. Et que les Français, quand ils épargnent 106 milliards d'euros, réinjectent une partie de ces épargnes-là dans l'économie. Et ça, je pense que c'est ce gouvernement-là, il ne faut pas qu'il lâche là-dessus. Pour l'instant, il ne donne pas le signe qui va... Il nous donne un signe qui n'est pas très positif. Il faut qu'il renvoie du son et de l'image en disant, Français et Françaises, allez-y, cette dette, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est une dette perpétuelle que tous les pays européens devront l'accepter. Elle est perpétuelle. C'est un retour à meilleure fortune. Et ça, c'est un signe positif qu'on donnerait aux chefs d'entreprise et à l'ensemble de nos concitoyens. Merci Thierry Grégoire, et merci à Mathieu Soliveres, PDG de Soligroup. C'est Mamie et c'est Ya Thai, parce que je pense l'avoir bien dit. En tout cas, ce sont des restaurants qui vous allez peut-être découvrir d'ailleurs dans des villes de province, puisque vous venez de nous dire que vous alliez aussi créer des emplois en province. Merci à vous trois. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, on va s'intéresser justement aux chiffres de l'emploi des seniors avec ce plan de relance qui n'a pas utilisé le mot senior à l'occasion de ce plan de relance. On en parle tout de suite. L'emploi des seniors, le grand oublié du plan de relance, c'est le grand retour aussi d'Amélie Favre-Guittet. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Cofondatrice de Talent Management. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur le plateau, mais là on l'examine à l'aune de ce plan de relance. Les jeunes, on en a beaucoup parlé. Vous dites, c'est dommage parce que les seniors, c'est 45 ans selon l'INSEE. Alors moi je suis déjà... ça dépend. J'ai passé la date. On a du 45, on a du 50, on a du 55. Ils se mettent jamais d'accord sur les chiffres. D'accord. L'INSEE c'est 45 me semble-t-il. À partir de 50, 45 c'est plutôt Pôle emploi et la Sécu. Bon, non, mais c'est important de savoir. Ça vous a mis en colère de voir que ce plan de relance n'avait pas, au-delà du ciblage jeune, un ciblage senior? Bah oui, mais en même temps, c'est assez classique, j'ai envie de dire. Ça fait 10 ans qu'on ne fait pas grand-chose pour les seniors. Et ça fait 10 ans que le chômage des seniors commence à grimper. Alors certes, il est moins important que le chômage national, que le chômage des jeunes, mais il est quand même présent. Et là, aujourd'hui, on a énormément de choses pour les jeunes, on a des choses pour les travailleurs handicapés, et on n'a rien pour les seniors qui commencent tout doucement à être de plus en plus présents et qui restent de plus en plus longtemps. Vous l'évoquiez, il y a une différence entre certains pays européens et la France. La France fait moins travailler ses seniors. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nos seniors
travaillent moins que dans d'autres pays européens? On a moins la culture de la transmission en France, alors qu'en fait, c'est important dans plein d'autres pays. Et on sait qu'un senior a certains savoir-être, savoir-faire et des codes d'entreprise qui sont importants et qui peut transmettre à des nouvelles générations. On est beaucoup moins dans le mentoring et dans le tutorat. On va pas forcément permettre à des jeunes de former des seniors et à des seniors de former des jeunes. Donc ce côté-là, c'est à un moment donné, le senior, il nous coûte trop cher, donc on le met dehors. Alors ça, c'est ce qu'on entend depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Quand on est crème dans une entreprise, évidemment, on touche au gros salaire, donc aux seniors. En même temps, il y a les alternants qui arrivent, il y a beaucoup d'alternants, il y a un coup de pouce pour les alternants, ça coûte quasiment rien à l'entreprise. Il va falloir les former, ces alternants. On va avoir besoin des seniors, non? Ils vont se former tout seuls comme des grands grâce à Google. Non, mais là, vous dites ça avec sérieux, vous dites ça avec cynisme? Ah non, un peu des deux. Beaucoup, on va les mettre devant des écrans tout seuls, ils vont se débrouiller. On se dit qu'en recrutant... Du tutoriel informatique? Ben oui, 4 alternants pour le coût d'un senior, donc finalement, on les remplace. Dans un secteur, je travaille donc, j'ai une plateforme de réservation d'hôtels en ligne, donc uniquement digital, qui a un secteur clairement... plutôt jeune, bien sûr. On valorise beaucoup quand même et on est en recherche de profils plus seniors. Et c'est une difficulté aussi, puisque je pense que les seniors se coupent d'eux-mêmes, et notamment du secteur digital, appréhension, manque de c'est pas mon domaine. les genoux, je vais être trop vieux, peu importe la raison. Et donc même s'il y a une envie finalement des chefs d'entreprise, à mon avis, de recruter des profils plus matures et vous riches, les trouvez pas? Ils sont difficiles à trouver. Mathieu, vous chez Mamie, Soligroup, les seniors, c'est important, ça structure une boîte. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous on a, je crois que on a une stagiaire aujourd'hui, on a une deuxième qui vient d'arriver, mais c'est la première fois en 15 ans que j'ai ma boîte, j'ai toujours pris des gens plus âgés, des seniors. Pas, mais parce que j'ai pas eu de CV de personnes de la soixantaine. Mais oui, ça pose aussi une personne plus âgée, ça pose une boîte, effectivement. Après, il faut voir les salaires, voilà, l'exigence. Elles baissent les exigences avec l'âge parce que justement, ils ont moins de coûts fixes à payer. Et pour beaucoup, moi, j'accompagne beaucoup de cadres, des anciens DAF, directeurs financiers de grosses boîtes, qui me disent c'est bon, j'ai de l'argent. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aider une boîte à grandir. Ma maison est payée, mes enfants sont partis. mais c'est pour ça qu'une plateforme, c'est. Ça sert à ça, l'émission aussi, c'est de mettre en relation, et c'est intéressant. Et surtout qu'il faut travailler sur les stéréotypes et les préjugés. C'est que les seniors, ils n'ont pas peur du digital. Moi, j'interviens beaucoup aussi en école de commerce et c'est souvent les premiers où on se rend compte qu'ils ne sont pas si digitaux que ça. Et quand j'accompagne des seniors, au contraire, je les vois très à l'aise sur les réseaux sociaux et ils ont cette utilité professionnelle des réseaux sociaux qu'ont pas forcément les jeunes. Donc vous tordez le cou à deux idées, c'est ils manquent de visibilité, c'est plus ça le problème. Donc c'est la mise en relation entre l'offre et la demande que vous soulevez. Toujours. C'est la base du problème de l'emploi en France. Et des seniors en particulier. Des seniors, mais même des jeunes. Finalement, c'est le problème pour toutes les générations, un problème de mise en relation. On ne sait pas où aller chercher les candidats et les entreprises ne savent pas forcément où aller déposer des annonces. Il y a ces problèmes d'annonces qui sont aussi mal rédigées. Là, je pourrais en parler pendant 1 heure des annonces mal rédigées, qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se compléter. Et il y a Pôle emploi, il y a vous, il y a Talent Management qui travaillait spécifiquement là sur les seniors. Mais c'est vrai que chez Pôle emploi, il y a même. Bon, écoutez, vous avez 55 ans, ne cherchez pas, vous avez aucune chance. On l'entend ça. Oui, attendez la retraite. Attendez la retraite. Alors qu'il y a encore possibilité pour cette personne de pouvoir apporter sa valeur. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil aux seniors? Mettez-vous sur le numérique, mettez-vous sur LinkedIn, faites des vidéos, montrez-vous, allez-y au culot. Ayez du culot et utilisez effectivement beaucoup LinkedIn, les réseaux sociaux, les réseaux de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut aller réseauter à un moment donné et c'est se montrer et c'est afficher sa valeur, ses compétences, c'est dire moi j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça. En plus, il y a des prestations Pôle emploi pour recruter des seniors et justement avoir des aides de Pôle emploi. Et c'est pas assez mis en avant. Ça, c'est important de l'entendre. Vous avez des chefs d'entreprise sur le plateau. Vous vouliez ajouter quelque chose, Agnès, ou pas? On entend beaucoup parler des aides pour recruter des alternants, des apprentis, des contrats pro, mais j'ai jamais entendu parler, en effet, en tant que dirigeante de Pôle emploi doit mettre la main à la poche, donc ça les intéresse. Donc ils en parlent moins. Voilà, ça sert à ça, Smart Job aussi, c'est de donner des conseils pratiques dans cette dernière rubrique. Merci Amélie Favre-Guittet de Talent Management. Vous reviendrez, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Vous nous avez manqué. Et merci à Mathieu Soliveres et merci à Agnès de Kramer de m'avoir accompagné pour terminer cette émission. C'est la fin de Smart Job. Oui, on se retrouve demain à la rencontre de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes de débat et d'expertise. D'ici là, portez-vous bien, restez prudents, portez le masque. Merci à toute l'équipe technique et à Fanny Griesmer. À demain. Bye bye.